Et Damien. Alors, je vais vous proposer de commencer. Bienvenue à toutes et à tous et ravi de commencer ce premier webinaire chez Okinea qui a pour objectif de faire parler l'inclusion. Et donc, simplement, on est dans une série de 3 webinaires qui sont sur une thématique passionnante qui est orientée sur l'inclusion, le sport à horizon 2024. Vous vous en doutez. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment rendre nos événements des événements sportifs accessibles. Et donc, pour ce faire, on accueille 2 invités de choix qui sont d'abord Guy Tisserand, qui sont dans une pièce juste à côté. Donc, Guy Tisserand, bonjour Guy, bienvenue, Bonjour. Merci d'être rendu disponible. Je détaillerai tes différentes fonctions avant de te laisser la parole tout à l'heure. Et puis Martin, qui ne connaît pas Martin Rochon d'Okinea, qui est donc notre directeur général chez Okinea et qui est expert en accessibilité des bâtiments. Et donc moi-même, Damien Brosseau, qui suis votre animateur de ce jour. C'est la première fois que je me prête à ce jeu et je suis ravi de le faire pour cette occasion. Alors, sans plus tarder, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Très simplement, on va d'abord situer le contexte, quelques chiffres,
Et puis, on bénéficiera du retour d'expérience d'un athlète de rang mondial, qui est donc Guy, qui est passé d'athlète à progressivement organisateur d'un événement. L'événement considéré, c'est les mondiaux de para-athlétisme 2023 qui auront lieu donc en juillet. Guy nous donnera un peu des éléments contextuels à l'organisation. Et je laisserai ensuite la parole à Martin pour tout ce qui est recommandations et solutions préconisées en amont de ces événements. Alors, quand on parle d'événements sportifs, il est important de situer le contexte et particulièrement aujourd'hui, on s'est centré sur l'idée d'avoir des chiffres déjà qui sont disponibles, donc essentiellement des événements dits d'envergure internationale. C'est presque l'équivalent de la ville de Toulouse qui viendra sur les mondiaux de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024 en tant que visiteur. On parle souvent des visiteurs, donc c'est bien, mais évidemment, qui dit événement sportif dit aussi athlète, et donc on aura rien que sur les Jeux olympiques de 2024, pas loin de 4400 athlètes paralympiens de 182 nations. Tout se concentre autour des infrastructures sportives, évidemment. Et donc, ce qui nous a tenu à cœur, c'est aussi de regarder un peu de quoi on parle d'un point de vue infrastructure sportive. Rien que pour la Coupe du Monde 2023 de rugby, on aura 9 stades qui accueilleront ces épreuves et 33 sites olympiques sur Paris 2024. Donc l'enjeu, vous le connaissez comme moi, c'est à la fois de savoir construire accessible, et ça je pense que c'est un défi qui est aujourd'hui facilement relevable, mais aussi de mettre aux normes et à un niveau d'usage acceptable des sites qui vont être existants, et donc d'arriver à irriguer avec les transports en commun, etc. Et donc il y a toute une démarche à mettre en œuvre qu'on va tenter de vous décrire aujourd'hui dans ce premier webinaire. L'inclusion, ça s'anticipe et ça se prépare. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni Guy et Martin avec une idée que sur les 3 événements que je vous ai cités, on est tous en phase de préparation, plus ou moins avancée, avec plus ou moins de facilité sur certains éléments. Et donc, l'idée, c'est qu'on focalise aujourd'hui sur la préparation. Évidemment, il y a l'événement et puis il y a l'après-événement. Et donc, nous, chez Okinea, ce qu'on avait envie de vous partager, et quand je lis aussi les publications du CEREMA, je constate qu'on est assez accordé sur ce principe-là, c'est de dire que ces événements sportifs portent en eux une dose de positif, d'énergie, et donc la rencontre d'un événement sportif et de l'innovation et de l'énergie de l'événement permettent aussi un investissement dans cette inclusion qui servira après l'événement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager en intro, et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Guy. Alors Guy, je vais quand même me permettre de te présenter. Déjà, c'est la chance de t'avoir parmi nous parce que tu as un vécu d'athlète mondial de pas loin de 20 ans au sommet de ton art. Donc le tennis de table, pour ceux qui ne le savent pas, 4 fois champion du monde. Alors je ne vais pas détailler tout le palmarès, mais bravo pour ça. Et puis je ne cite que ton palmarès évidemment sportif, puisque tu as été aussi entrepreneur jusqu'à il y a très peu de temps. Et bien sûr, tu es dans la fédération de para-athlétisme. Et donc, j'aimerais que tu nous dises un peu sur ton vécu d'athlète, ce que tu as rencontré dans le monde entier, et avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme situation qui pourrait éclairer un peu nos participants? Oui, bonjour à tous et à toutes. On ne vous entend pas. Non plus. C'est le bouton mute, Martin, si jamais. C'est tout bon. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Toujours pas. Très bien. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous... Donc c'est embêtant. Allô? Bon, vous nous entendez? Est-ce qu'on peut pas... Ça marche là? Très bien. Oui, c'est bon. C'est Damien qui voilà. nous entend. Bon, désolé. Super, merci. Désolé les studios, c'est notre première fois. Alors...
Bon, bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci de m'avoir proposé cette première. Je suis très flatté d'être invité à votre premier webinaire. Alors, je vais me permettre juste de modifier 2-3 petits éléments qui ont été évoqués. Je ne suis pas 4 fois champion du monde, mais 4 fois champion paralympique. Donc, en simple et par équipe à Séoul, Barcelone et Atlanta. Donc voilà, et je ne suis pas à la fédération de para-athlétisme, mais à la fédération française handisport, qui est une fédération multisport, qui propose 65 disciplines, qui compte à peu près 35 000 licenciés. Et qui inclut notamment l'athlétisme, le parathlétisme, mais pas que, puisqu'il y a notamment 15 disciplines paralympiques qui sont couvertes et 27 disciplines dont on organise la totalité des championnats de France ou du monde, enfin quand on est sélectionné pour les compétitions internationales naturellement. Donc voilà, je suis à la Fédération française handisport, je suis membre du bureau de la fédération, du bureau exécutif, et je suis vice-président du comité d'organisation des mondiaux d'athlétisme paralympique qui auront lieu donc en juillet prochain à Paris, au stade Charletti. Voilà, donc c'était juste pour être précis dans le descriptif. Alors oui, effectivement, moi j'ai participé j'ai eu 20 ans de carrière de haut niveau en tennis de table handisport. Donc j'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques, comme je l'évoquais. Alors, je pense que j'ai arrêté ma carrière internationale en 98 à Paris. Pour les championnats du monde qui avaient donc lieu sur Paris. Et c'était une belle occasion de terminer ma carrière internationale, puisque c'était le seul titre que j'avais jamais gagné à l'époque. Et donc, j'ai été champion du monde à Paris. Et après, j'ai pris ma raquette et je l'ai raccrochée. Et du coup, après, j'ai arrêté la pratique. En revanche, j'ai continué de m'occuper du handisport, d'abord en tant que président de club. Puis après, ayant créé un cabinet de conseil en RH spécialisé dans le handicap et la diversité et la non-discrimination, j'avais plus trop le temps. Et là, je suis revenu à la fédération depuis maintenant 2 ans pour notamment, c'est tout ce qui touche ces logiques de partenariat événementiel, etc. Alors, est-ce que j'ai pu mesurer une différence ou une évolution entre ce qui se passait il y a une vingtaine d'années ou un peu plus et aujourd'hui? Ah oui, de manière extrêmement claire, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. En matière notamment de couverture média, de professionnalisation des organisations, de qualité de pratique, etc., bien sûr, et puis d'aide aussi aux sportifs. Les choses sont plus du tout à l'époque, quand moi j'étais sportif de haut niveau. En gros, il n'y avait aucune aide financière pour les sportifs, donc on devait se débrouiller et s'organiser soi-même pour réussir à payer ses déplacements. Alors, pas pour les Jeux paralympiques, évidemment, c'était quand même pris en charge, ou les championnats du monde, c'était pris en charge par la fédération, mais si on faisait des tournois ou pour tout ce qui était matériel, et puis la couverture média à l'époque était vraiment très rudimentaire. Et en termes d'accessibilité, puisque le thème qui nous amène aujourd'hui, c'est aussi l'accessibilité, j'ai pu aussi constater qu'il y avait quand même de grosses évolutions. Alors, évidemment, ça dépend des pays, mais ce qu'on a pu aussi, ce que j'ai pu voir, moi, c'est que le handisport en général, enfin, le parasport ou le handisport en général, et puis tout ce qui va être les compétitions internationales, mondiales, championnats du monde, Jeux paralympiques, ont permis aussi de faire des grands bonds en avant dans certains pays, que ce soit en Espagne, par exemple, à Barcelone, à Séoul, en Corée. La thématique du handicap était vraiment quasi inexistante avant les Jeux. Alors, un peu moins en Espagne, mais en Corée notamment, vraiment le sujet du handicap était quasi inexistant dans la société. Et le fait d'avoir organisé les Jeux paralympiques à l'époque a vraiment donné un gros coup de booster. Et aujourd'hui, par exemple, la Corée a fait des progrès immenses en 30 ans sur tout ce qui est notamment, bien sûr, l'accessibilité, mais plus globalement la place du handicap dans la société. Et je pense que le sport a été un vrai levier, un grand levier d'évolution, à la fois des mentalités. D'ailleurs, moi personnellement, je me rappelle d'une petite anecdote. Quand je suis arrivé à Séoul, je pense que le maximum de spectateurs que j'avais pu avoir lors d'une compétition à laquelle j'avais participé, ça devait être à peu près 150 personnes à l'époque. Et quand on est arrivé à Séoul, cérémonie d'ouverture des Jeux, on est rentré dans le stade, et on s'y attendait vraiment pas, il y avait 100 000 personnes. Donc ça fait un drôle d'effet. Vous voyez, quand vous rentrez dans un stade et qu'il y a 100 000 personnes, alors que le maximum que vous avez vu, c'est 150. Voilà. Et quand j'ai fait la finale du simple, par exemple, à Séoul, ou du par équipe, il y avait 5 000 spectateurs dans le stade. C'était juste incroyable. Et donc, cette ferveur populaire et ce côté vraiment public présent a participé aussi de ce changement de regard en Corée. Et donc, ça, j'ai pu le constater toujours. Et aujourd'hui, je le vois encore. C'est-à-dire que maintenant, en tant que dirigeant, mais quand je vais dans des compétitions, je vois quand même une vraie évolution. Et
et aussi une place du handicap qui évolue grâce notamment, alors pas que, mais aussi notamment grâce au sport. Et donc c'est un vrai levier de changement de regard, c'est un vrai levier. D'ailleurs, la fédération propose à aujourd'hui beaucoup d'entreprises, par exemple, d'utiliser le sport comme outil de changement de regard, de sensibilisation, et on utilise beaucoup cette dimension sportive pour ouvrir le champ dans d'autres domaines comme l'emploi ou d'autres. Grâce au sport, on peut faire vraiment bouger les lignes, quoi. Merci Guy pour cette mise en perspective. Alors, ton vécu d'athlète, je pense qu'il peut inspirer aussi ton actualité dans le cadre de l'organisation des mondiaux de parathlétisme. Mhm. J'aimerais que tu nous détailles un peu ce qui a été mis en place et ce qui est en train d'être fait dans ces mondiaux, avec quelques particularités, je crois qu'on échangeait juste avant, par exemple sur la billetterie ou des choses comme ça. Mhm. Alors, les championnats du monde de parathlétisme, c'est la deuxième plus grande manifestation sportive handisport ou parasport du monde, après les Jeux paralympiques. C'est-à-dire qu'on va accueillir environ 3000 personnes, dont un peu plus de 2000 sportifs de plus de 120 pays, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, hormis les Jeux paralympiques, on n'a jamais eu 120 nations présentes dans une compétition internationale. Jamais eu 3000 participants. Alors, participants, il y a les sportifs et les staffs, mais globalement, ça fait à peu près 3000 personnes. Ça se passe à Paris du 8 au 17 juillet au stade Charletti. Et donc, on est vraiment sur une très grande manifestation qui, d'ailleurs, pour la première fois également, fait l'objet d'une billetterie payante. Donc, on a pris le parti de mettre en place une billetterie payante parce que, d'abord, pour organiser des championnats du monde de très grande qualité, on a besoin de moyens financiers. Et la billetterie fait partie des ressources qu'on peut avoir. Et puis, c'est aussi une façon de démontrer qu'on est vraiment dans le sport de haut niveau et qu'on n'est pas juste dans du social, quoi. On est vraiment dans le sport. Et donc, il est logique que, étant donné que le spectacle sera au rendez-vous, finalement, on puisse venir acheter des places pour assister à ce spectacle de très haut niveau. À un an des Jeux paralympiques, on va avoir tous les meilleurs mondiaux qui seront présents, évidemment, puisque c'est une sorte de répétition pour eux. Et donc, c'est aussi une façon de se qualifier pour les Jeux paralympiques. Donc, c'est vraiment un événement majeur. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, par exemple, on va avoir une couverture média de très haut niveau, avec du direct en permanence. Et donc, on a vraiment beaucoup de satisfaction à organiser cette très très grande manifestation. C'est beaucoup de travail, hein, c'est une équipe d'une trentaine de personnes, c'est un comité d'organisation spécifique qui a été monté pour ça, à cet effet, et donc concrètement c'est vraiment un travail qui a commencé il y a plus d'un an maintenant et qui aboutira donc au mois de juillet. Donc c'est aussi une très belle occasion pour de nombreuses entreprises, pour des collectivités, de démontrer la place que le parasport, le handisport peut avoir aujourd'hui. Et donc, on est vraiment ravis. Alors, au départ, pour être tout à fait franc, au départ, on avait un petit doute, hein, parce que compte tenu de l'ampleur de la tâche, on était un peu inquiet, mais on est très bien soutenu par l'État, par la région de France, par la ville de Paris, par le comité paralympique et sportif français et par de nombreux partenaires privés. Qui se sont engagés dans la manifestation. S'il y a des gens qui habitent à Paris, vous pouvez voir actuellement dans les couloirs du métro une campagne de promotion de l'événement et également sur les bus. Donc on a vraiment toute une dimension communication importante, mais surtout ce qu'on veut, c'est en faire un événement responsable aussi, puisqu'on a mis comme un des axes majeurs le fait de travailler sur la réduction le plus possible de tout ce qui est gaz à effet de serre, gestion des déchets, etc. Parce que c'est une dimension pour nous essentielle. On pense qu'il y aura, dans l'avenir, on aura forcément cet aspect-là à prendre en compte de plus en plus. Et donc, c'est un des axes aussi sur lequel on a voulu vraiment mettre l'accent. Et bien évidemment aussi l'accessibilité de la pratique et de pouvoir venir voir l'événement pour toute personne. Donc la notion d'inclusion, y compris, bien sûr pour les sportifs, c'est évident, mais aussi pour les spectateurs. Et donc toute cette dimension-là, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, fortiori, vu qu'on travaille dans le domaine du handicap, ça nous paraît évident, mais quand même, c'est un élément qui n'est pas si simple que ça. Et on a besoin aussi de pouvoir faire évoluer les outils, que ce soit en termes de guidage, que ce soit en termes d'accompagnement, que ce soit en termes d'accès à l'image, que ce soit accès aux commentaires, etc. Il y a tout un travail de fond et c'est pas neutre en termes également de coût. Donc
tout ça, c'est des éléments qu'on prend en compte dans notre réflexion. Et donc, on veut vraiment en faire un événement exemplaire. Voilà. Et on a aussi donc mis en place un système de billetterie solidaire, qui est quand même quelque chose qui nous paraît très important. C'est-à-dire que des entreprises, par exemple, ou des particuliers d'ailleurs, peuvent décider, un peu comme on parle des cafés suspendus, on en parlait tout à l'heure avec Martin et Mathieu, donc d'avoir la logique de café suspendu, c'est-à-dire des entreprises peuvent acheter des billets qu'on va pouvoir redistribuer à des structures qui n'ont pas les moyens, ou des personnes qui sont un peu en difficulté sociale, ou des écoles, ou des centres de personnes handicapées, ou d'associations, pour permettre à chacun de pouvoir assister à cette compétition qui va être franchement, enfin, je suis juge et partie, donc forcément, je suis pas très objectif, mais qui va être vraiment un moment exceptionnel au mois de juillet à Paris. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Et puis, on a vraiment une volonté d'en faire un événement festif aussi, avec et puis dans un monde qui est quand même on va dire un peu barbouillé aujourd'hui. Ces événements sportifs, c'est aussi des événements de fête et de solidarité qui sont, à notre avis, majeurs pour faciliter la rencontre entre les populations, entre les peuples, entre les cultures. Et c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant aussi. Donc voilà, c'est un événement majeur, et on est complètement ouvert à répondre à toutes vos questions sur ces éléments-là. Et on espère qu'on aura beaucoup de très belles surprises, ou pas surprises d'ailleurs, en matière de performance, avec des records du monde. C'est une piste rapide en plus, Charletti, donc on espère avoir pas mal de records. Super, bravo Guy. Super. Bravo pour, juste, je me permets, mais je trouve hyper intéressant le fait d'avoir une vraie billetterie sur l'événement, enfin en tout cas une billetterie où ça veut dire que ça devient un marché, et donc on se rapproche de plus en plus des usages communs, donc tant mieux. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, et j'imagine que tout est réfléchi pour que ce soit le plus accessible quand même de ce point de vue-là. Mais c'est un bon signe. Oui, non, c'est un choix délibéré qu'on a fait, cette logique de passer à une billetterie payante. Pendant très longtemps, on s'est dit non, mais si on a une billetterie s'il n'y a pas de billetterie, s'il y a une billetterie payante, pardon, les gens ne viendront pas. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. C'est pas. Alors, justement, en mettant en plus en place ce dispositif de billetterie solidaire, eh bien, on peut aussi aider les gens. Il y a une dimension sociale là-dedans, mais on pense aussi que le fait d'acheter un billet, c'est aussi une preuve qu'on va avoir un spectacle, en fait. Et personne ne rechigne quand on aime le spectacle. Bien sûr, personne ne rechigne à acheter un billet pour aller voir un spectacle de qualité. On est convaincu que le spectacle sera de grande qualité, donc ça nous paraît complètement légitime de mettre en place ce dispositif de billetterie payante. Bon signal, je trouve. Merci Guy, effectivement, pour ce détail. Et aussi, on observe toute l'intensité qui est mise dans une équipe de 30 personnes, tu nous disais, un comité d'organisation avec beaucoup de parties prenantes. Je pense que ça, c'est une des clés aussi de réussite. Si tu voulais nous en parler un petit peu de qui tu as autour de la table pour arriver à coordonner un événement de cette ampleur. Oui, alors on a, comme tu disais, on a une équipe effectivement d'un peu plus de 30 personnes, puisque on a aussi mis des personnes, enfin recruté des personnes en alternance, notamment dans les différentes régions, pour faire en sorte que ce ne soit pas qu'un événement parisien, mais aussi un événement de l'ensemble du territoire. Donc l'idée, c'est aussi d'associer. Là, par exemple, on a une école de l'Isère une mairie de l'Isère qui a décidé de mobiliser les scolaires, enfin à l'époque ce sera plus les scolaires, mais des enfants de l'école, et de leur offrir un voyage à Paris pour aller assister à ces championnats du monde. Donc il y a des très belles initiatives territoriales qui existent aujourd'hui, et on a des correspondants dans chaque région. Donc si vous avez des questions au niveau territorial, n'hésitez pas non plus. On a vraiment des gens qui peuvent vous renseigner. Au niveau du comité d'organisation, donc on a créé une structure ad hoc, qui est on va appeler ça une filiale de la Fédération Handisport, mais qui a une structure juridique et des comptes spécifiques compte tenu de l'ampleur de la manifestation. Et autour de la table, il y a donc évidemment la Fédération Française Handisport, mais aussi donc l'État, avec par l'intermédiaire de la DIGES, qui est donc la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, qui nous soutient très fortement, la région Île-de-France, la ville de Paris, le comité paralympique et sportif français, mais aussi la Fédération française du sport adapté, puisque dans la compétition, il y aura aussi des épreuves à destination des personnes ayant handicap psychique et mental, et dont la gestion est réalisée par la Fédération française du sport adapté, la Fédération française handisport s'occupant plus spécifiquement des handicaps physiques et sensoriels.
Et puis également donc la Fédération française d'athlétisme, qui est aussi partenaire de la manifestation. Et grâce à eux, notamment, on peut mobiliser des jurys, voilà, des bénévoles, etc., qui sont importants. Oui, et puis peut-être un petit mot sur les bénévoles, si ça vous intéresse. On est encore en recherche de bénévoles, puisqu'on a besoin de 2000 bénévoles sur la période. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être là forcément pendant une semaine ou 10 jours, mais on a, on va dire, une durée minimum de participation de 4 jours en tant que bénévole, parce qu'il y a toute une formation qui est proposée aussi. Et donc, tous les gens qui sont bénévoles et qui s'inscrivent, enfin, on a des bénévoles depuis des années, mais là, c'est une très grosse manifestation, donc on a besoin de 2000 bénévoles. On en a trouvé un peu plus de 1000 aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter, parce que vraiment, c'est un très bel événement, et c'est des très bons moments. En fait, tous les bénévoles qu'on a, ils remplissent généralement pour le coup d'après direct, parce qu'en fait, ils trouvent que c'est des moments uniques de vie. Alors, il y a des bénévoles dans le transport, il y a des bénévoles dans l'accueil, dans le matériel, enfin, on a plein de choses, des interprètes, etc. On a vraiment besoin de beaucoup de bénévoles. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter si vous le souhaitez. Et puis, on a aussi des entreprises qui jouent le jeu, par exemple, en mettant à disposition des collaborateurs de chez eux, parce que c'est un très bel outil de sensibilisation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils viennent sur site, forcément, dans leur politique handicap derrière, ils n'auront plus tout à fait le même regard sur le sujet. Donc, c'est du sport de haut niveau, de très haut niveau, mais c'est aussi un outil de sensibilisation, d'ouverture. Et donc, les entreprises qui le souhaitent peuvent, par exemple, on a des entreprises qui ont mis en place un dispositif en disant, si vous êtes bénévole 3 jours, on vous offre un jour de congé supplémentaire pour pouvoir vous y associer. Donc, on a vraiment besoin de bénévoles. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Je crois que le message est passé. Non, mais c'est très intéressant, Guy. Et peut-être une focalisation qu'on avait, une petite différence qu'on a avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est, tu me parlais des capacités d'hôtellerie, une différence avec l'événement que tu as géré avec ton équipe. Oui, alors évidemment, quand on est sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, en général, on va avoir un village olympique qui va être construit ou aménagé de manière explicite, spécifiquement pour la compétition. Donc là, toute la dimension logistique et logement va être intégrée dans l'organisation par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qu'on appelle le COJOP. Pour ce qui est des championnats du monde, c'est très différent, puisque évidemment, nous, on va pas construire des bâtiments, hein, donc on va utiliser l'infrastructure existante. Donc, en fait, on a réservé quasiment toute la capacité hôtelière du sud de Paris, et pas que du sud d'ailleurs, sachant qu'on a des contraintes en termes d'organisation dans le cahier des charges, où on doit forcément avoir des hôtels qui sont à proximité du lieu de compétition. Donc, on a une grosse contrainte, une grosse logistique en termes d'hébergement, évidemment du coup de transport également, sachant que par exemple là on va avoir à peu près 600 personnes en fauteuil roulant à loger, ce qui évidemment est très compliqué. Donc on ne pourra pas se contenter d'utiliser exclusivement les chambres réservées, adaptées PMR explicitement, parce que il y en a pas, en fait, 600 chambres, ça n'existe pas. Donc on a tout un travail avec un réseau d'hôtels. On a déjà réservé beaucoup d'hôtels et on a tout un travail sur la mise en accessibilité temporaire, au moins par exemple, de certaines chambres. Puis ensuite, en fonction des capacités des personnes, on va avoir des gens qui sont tétraplégiques, donc eux, évidemment, on va les mettre en priorité dans les chambres avec vraiment un accès PMR spécifique. Et puis d'autres personnes qui ont, par exemple, des gens qui sont en fauteuil mais qui ont la possibilité de se mettre un peu debout, là, on va peut-être déroger un tout petit peu à l'exigence d'accessibilité traditionnelle, mais on ne peut pas faire autrement, parce que trouver, loger 3000 personnes, dont 600 personnes en fauteuil, c'est évidemment un acte très complexe. Donc, un vrai défi. C'est un vrai défi, mais c'est aussi très intéressant. Puis ça fait aussi bouger. Par exemple, on a signé donc avec, on va faire évidemment beaucoup travailler le groupe Accor, qui a une grande partie des hôtels de cette zone-là. Et donc, on est en train de réfléchir avec Accor sur la possibilité d'envisager un dispositif de sensibilisation et de formation de son personnel pour que l'accès puisse se faire sans aucune difficulté, le mieux possible. Donc, c'est une discussion qu'on a à l'heure actuelle avec le groupe pour savoir justement si on va pouvoir être amené à former et à sensibiliser les personnels des hôtels sur ce sujet. Super, inspirant. On voit que l'inclusion avance avec des événements sportifs majeurs de cette envergure, et que ça impacte vraiment énormément de facettes de notre société. Là, on a évoqué l'hôtellerie, évidemment. Et je vais maintenant, on va faire une petite transition d'intervenant avec Martin.
qui va nous parler, évidemment, le webinaire ne serait pas assez long pour détailler l'ensemble de la démarche à mettre en œuvre et je vous donnerai de toute façon en lien des documents de référence qui ont été faits par certains de nos participants d'ailleurs, en tout cas des gens qui sont dans l'assemblée. Alors Martin, comment le présenter? Je crois qu'il est tombé dans la marmite de l'accessibilité quand il était petit, il a ça dans le sang, évidemment. Et donc, toi, tu diriges Okinea aujourd'hui. J'ai envie de te poser une question, et c'est toujours difficile de t'interviewer, puisqu'on se connaît quand même plutôt bien. Pour te lancer, j'ai envie de dire, en tant qu'organisateur d'événements sportifs, quelles facettes de mon événement sont impactées par l'inclusion, l'accessibilité, et comment toi, tu détaillerais un peu le comment faire? Merci Damien, effectivement, je suis tombé dans la marmite étant petit. Je vais essayer de ne pas m'étouffer pendant que je vous parle, vous remarquerez que j'ai un petit peu de tout. Super intéressant et vraiment merci pour ce retour et la présence, Guy. C'est un vrai plaisir à chaque fois de partager ces moments-là ensemble et on apprend beaucoup de choses. Effectivement, pendant vos événements, l'accessibilité, elle est de partout, sur toutes les facettes. Là, on a parlé de l'hébergement, les transports sont importants à traiter. Et en fonction de la taille de votre événement, évidemment, là, on parle de gros événements, d'événements majeurs qui vont permettre de rassembler beaucoup de monde et d'avoir des interactions avec des gens comme le groupe Accor. Il y a des plus petits événements, pour autant la simple compétition d'athlétisme du samedi dans l'association locale va aussi impacter sur des notions de transport, d'hébergement. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces événements pour prendre en compte le plus possible les besoins des usagers et venir impacter sur ces différents sujets. Je prends un exemple concret. Si on prend pour les Lyonnais, Eurexpo, qui est le centre des congrès où il y a beaucoup d'événements, qui est en périphérie de la ville, c'est à 30 km du centre-ville. À chaque fois qu'il y a un événement majeur là-bas, on va retrouver des éléments de signalétique dès la gare de la Part-Dieu, et on va venir informer les gens dès la gare de la Part-Dieu, ce qui va permettre de les rassurer. Donc ce lien avec les différentes composantes, les différentes facettes de l'événement, c'est important de le créer. Et c'est pour ça que quand on organise un événement majeur comme les championnats parathlétiques, il y a une trentaine de personnes qui travaillent à être certains que tous ces éléments-là, toutes ces facettes sont traités. On imagine ce que c'est sur le logement, d'accueillir 600 fauteuils, mais on imagine aussi ce que ça peut être sur la restauration, par exemple. Je pense qu'il y a quelques repas et du coup lieux à rendre accessibles avec soit des solutions temporaires, soit des solutions permanentes. Et ça, c'est vrai que c'est important de bien prendre en compte que l'épicentre, l'endroit, l'impact, c'est l'événement, mais il y a cet effet papillon qu'on va retrouver sur l'ensemble des services. Je peux ajouter un tout petit mot sur la restauration, parce que Ouais, je ne l'ai pas bien évoqué sûr. tout à l'heure, mais c'est un point très important, parce qu'il y a l'accessibilité à proprement parler, comme tu l'évoques très bien, Martin, mais il y a aussi tout ce qui va être menu. Parce qu'en fait, vous avez des gens dont le handicap induit une nécessité d'avoir un régime alimentaire particulier, par exemple les personnes diabétiques ou d'autres. Et donc, il faut aussi prendre en compte cette dimension-là dans tout ce qui est préparation en amont, parce que indépendamment et au-delà de tout ce qui peut être lié aux cultures, etc., mais il y a la spécificité liée au handicap, notamment pour les participants, c'est de prendre en compte ça. Et il faut aussi avoir des menus qui sont adaptés à certaines formes de pathologies, etc. Donc, c'est encore un élément qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc, on comprend pourquoi vous êtes 30 et on imagine plus l'événement est massif et plus il faut aller dans le détail de ces sujets-là. Donc, voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir en tête ces multifacettes. On vous les a représentées là, mais évidemment, il y a beaucoup de détails à aller chercher pour être sûr que et les athlètes qui sont dans leur compétition vont passer la meilleure compétition possible, seront dans les meilleures conditions pour améliorer les performances et aller chercher des records mondiaux, et en même temps que les visiteurs puissent avoir accès à un événement le plus positif possible.
Alors effectivement, Martin, je crois que quand on a préparé le webinaire, tu me parlais aussi d'une focalisation servant à tous. Et je pense qu'un des lieux, en tout cas une des expressions qu'on utilise, c'est quand ça sert pour le handicap, finalement, ça sert à tous. Et tu nous parlais d'informations autour de l'événement et des infrastructures sportives. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette thématique? Oui, ce qui est intéressant dans un événement, nous on parle de primo-visiteurs, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que la plupart des gens, alors qui plus est quand c'est des championnats mondiaux, à l'inverse de l'association locale qui organise en interne son événement, mais on parle de primo-visiteurs. C'est la première fois que je vais venir dans ce gymnase, voire dans cette ville, dans ce pays, dans ce continent. Voilà, plus on recule le zoom et plus on va avoir des premières fois. Et donc, c'est important de prendre en compte ça et de l'avoir en tête. Nous, on connaît l'ensemble des caractéristiques du bâtiment, du gymnase, voire de l'événement sur lequel on travaille. Et donc, évidemment, quand on a le retour de Guy sur tout ce qui est mis en place, c'est important et on voit bien que jusqu'au menu des restaurants, il va y avoir des choses, ils seront allés dans le détail et il va y avoir des choses spécifiques. Évidemment, quand on dézoome un peu, l'information, et on sait que dans l'accessibilité, alors je fais juste la petite parenthèse, mais vous le savez que la genèse de l'entreprise, c'est l'invention des feux sonores radiocommandés, et donc on a beaucoup travaillé autour du handicap visuel. Et pour refermer cette parenthèse, ce qui est compliqué, comme souvent en communication, et l'accessibilité et le handicap ne fait pas fi de ce point de vue-là, c'est de le faire savoir. Faire les choses, c'est bien, mais comment on le fait savoir, comment cette information, elle est disponible. Et donc, il va vraiment avoir besoin de cette logique autour de l'information. C'est essentiel dans un événement. Il y a plein de réponses techniques possibles et on en parlera. Mais comment, depuis l'endroit où il y a l'événement, jusqu'à l'ensemble des flux qui vont permettre d'y accéder, on donne l'information. Et l'information, évidemment, quand on parle d'accessibilité, ça commence depuis chez moi quand je vais préparer mon transport jusqu'au moment où j'arrive à l'événement. Mais ça, mettez-vous bien dans la tête que tout ce qu'on va faire, tout ce qui va être préparé par les équipes pour que l'événement soit le plus profitable, il va falloir remettre les compteurs à zéro quand on parle de communication et surtout pas avoir l'impression que les gens connaissent ou que les gens savent ou que parce qu'on a fait, les personnes sont au courant. C'est vraiment important que cette information globale, elle soit dispersée à tous les endroits, notamment pour une chose, c'est que, Guy connaît ça par cœur et j'imagine que la première fois qu'il est arrivé en Corée et que rien n'était prêt, quand on parle pas la langue, qu'on a personne forcément pour venir nous accompagner, ou en tout cas qu'on n'est pas nombreux, qu'on est sur un autre continent avec plein de choses qui bougent, si en plus de ça, on doit se poser la question de comment accéder à l'événement, on n'est pas dans les meilleures conditions pour aller attraper une médaille ou simplement venir profiter de l'événement. Donc ces situations de stress, elles sont valables pour tous. Évidemment, il y a des situations de handicap qui augmentent encore ce besoin, mais l'idée, c'est bien ça, c'est de venir traiter l'ensemble des usagers en se disant comment je fais pour donner l'information depuis chez eux jusqu'à l'événement, et évidemment, l'ensemble des flux doivent être traités. Et après, les moyens techniques qui permettent ça, évidemment, le web, le digital et la signalétique physique ou les solutions dédiées en sont les réponses. Alors, excellente transition. Tu nous as parlé de faire savoir. L'idée, c'est faire savoir quoi? Ce qu'on fait. Et donc, moi, en tant que, si j'étais organisateur d'événements, je me poserais quand même un certain nombre de questions parce que j'entends parler d'infrastructures sportives aux normes, de réglementation spécifiques sur certains événements, mais aussi d'innovation. Et comment je m'y retrouve dans tout ça? Comment je fais le tri? Et c'est quoi, toi, ton point de vue sur le sujet? Alors, en ce qui concerne les événements organisés en France, notamment, la norme et la réglementation sont le socle de base. Il y a maintenant presque 20 ans, une loi est parue sur l'égalité des chances. Il y a plus de 10 ans, des arrêtés sont sortis pour expliquer comment on allait permettre ça, en tout cas d'un point de vue accessibilité. Donc ça, c'est le socle de base, normes et réglementation, et c'est ce qui permet, on va dire, le minimum
syndicale, il y a deux choses. Si votre bâtiment, si l'endroit qui est choisi n'est pas du tout aux normes ou conforme à la réglementation, faites un appel d'offres et rendez-le conforme. Et si les moyens nécessaires pour le rendre conforme ne sont pas disponibles, changez de lieu. Parce que, désolé, je suis un peu radical, mais c'est les deux seules solutions. Et en l'occurrence, on a vu un gros appel d'offres sortir pour faire de la conformité, là où se trouveront les championnats du monde par athlétique, pour rendre conforme. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on va utiliser cet événement pour faire de gros travaux. Évidemment, on parlera de l'héritage après, parce que ce qui est bien, c'est qu'on va faire des gros travaux, ils resteront, et donc c'est utile pour l'événement, mais c'est utile pour la suite. Est-ce que je peux me permettre un tout petit ajout? Permets-toi, vas-y. On en parlait hier, on avait une réunion à la fédération sur le sujet. On constate qu'il y a encore beaucoup de collectivités, notamment, je ne sais pas s'il y a des gens de collectivités derrière l'écran, mais peut-être, J'imagine. Probable. Il y a encore beaucoup de collectivités qui ne sont pas au courant, par exemple, qu'il existe une enveloppe spécifique au niveau de l'ANS, l'Agence nationale des sports, pour l'aménagement des lieux de pratique, par exemple, des gymnases. Donc, parce que depuis le début, on parle beaucoup des championnats, enfin, on a parlé beaucoup des grands événements, etc. Mais en fait, les grands événements n'ont de sens qu'à partir du moment où on est aussi dans le développement et où on permet à chaque personne, enfin, moi, mon objectif en tant que membre du comité directeur de la Fédé, c'est de permettre à chaque personne handicapée de pratiquer de manière sécure et qualitative une activité physique ou sportive. Et après, on parle du haut niveau, mais si on n'a pas d'abord la capacité de le pratiquer correctement près de chez soi, on ne le fait pas. Et donc, on n'a pas de haut niveau puisqu'on n'a pas de pratiquants. Donc, c'est quand même la base. Et pour ça, il y a encore beaucoup de lieux de pratique qui ne sont pas encore super accessibles. Et il existe une enveloppe spécifique auprès de l'ANS qui est assez peu mobilisée encore aujourd'hui. Donc, je préfère le dire, il ne faut surtout pas que vous hésitiez. Si vous avez une réflexion sur une mise en accessibilité de lieux de pratique, de gymnase, de piscines, etc., il ne faut surtout pas hésiter à mobiliser l'ANS. Il y a une enveloppe annuelle globale sur la mise en accessibilité, alors qui comprend aussi du matériel, mais notamment des bâtiments de 2 millions d'euros, ce qui ne paraît pas beaucoup en fait, et qui n'est même pas utilisé chaque année. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à mobiliser cette aide si vous le souhaitez, parce que elle est vraiment faite pour ça, quoi. Effectivement, et on vous donnera le lien, parce que il y a un site qui est très bien fait et qui explique tout ça. Donc effectivement, cette norme et cette réglementation, voilà, il y a des moyens. Les collectivités sont très mobilisées également avec les agendas d'accessibilité programmés, et donc qui ont permis de lisser les investissements. Donc voilà, la norme et la réglementation, on va dire, c'est le socle de base. Oui, il faut des bandes d'éveil sur chaque palier, des nez de marche contrastés, des mains courantes prolongées, des pentes au maxima à 6%, et donc si on les fait à 2%, si on a la place, c'est encore mieux, et je crois que tu me confirmeras que c'est un peu plus agréable à l'usage. Mais ce socle de base, il va permettre quoi? Il va permettre de traiter la question de l'usage, et donc de revenir sur le triptyque usage, qualité d'usage et innovation. Tout ce que ça va permettre en termes d'innovation, la prise en compte du besoin très spécifique. On voit quelques images de produits, les balises sonores, des maquettes tactiles. Tout ça, c'est ce qui va permettre de répondre aux besoins spécifiques d'usagers. En l'occurrence, pour repérer un accès de gymnase ou une porte d'entrée ou un accès à un flux, les personnes déficientes visuelles, la problématique, ça va être de se repérer dans les 5 derniers mètres. Et donc, la balise sonore, c'est ce haut-parleur qui va permettre de guider, grâce au son, une personne ayant un besoin spécifique. Évidemment, on travaille, nous, énormément sur l'expérience digitale. Et donc, de plus en plus, les réponses vont se trouver dans des applications smartphone. Evelity en est un exemple, de l'application qui va permettre de géolocaliser et de guider les usagers dans les bonnes modalités, prendre en compte le besoin spécifique, et donc éviter d'amener une personne en fauteuil roulant devant un escalier, mais plutôt privilégier un accès par ascenseur ou une rampe si elle existe. Et à côté de ça, gérer d'autres situations de handicap plus temporaires, celle-ci, comme le multilingue. Permettre de guider une personne, et donc je pense qu'il y a quelques années, si tu avais pu être guidé en français en Corée, peut-être que ça t'aurait aidé, parce que j'imagine que tu dois avoir 2-3 histoires Oui. à raconter de ce point de vue-là. Donc l'idée, c'est toujours ça, c'est de dire, vous avez un socle de base qui est la norme, la réglementation, prenez en compte les besoins des usagers, concertez, essayez d'améliorer cette qualité d'usage.
tout ça va vous permettre d'innover. Et parfois, l'innovation, c'est pas une innovation forcément de rupture ou du numérique. L'innovation, ça peut être simplement la manière dont on va informer les gens ou les ressources qu'on va utiliser pour le faire. On n'a pas toujours besoin de renverser complètement la planète pour innover. Mais utiliser ça pour être innovant, parce que c'est très vertueux pendant l'événement et évidemment par la suite. Merci Martin. Alors pour laisser un peu de place aux échanges et aussi pour pas trop déborder sur le sujet du deuxième webinaire, je vous propose de reprendre la main et puis de vous dire que le prochain webinaire sera orienté sur la signalétique multisensorielle du village des athlètes, et vous verrez qu'en termes d'innovation, tu l'as bien dit Martin, on n'est pas que sur de la super technologie valable visible dans les plus grands salons de l'innovation technologique mondiale. Voilà, on est bien aussi sur des choses d'usage et un retour à l'usage omniprésent. Donc ça, c'est un peu notre credo chez Okinea. Donc on innove, mais y compris sur des choses qui sont de l'ordre de l'incrément, de l'amélioration du quotidien sur des dispositifs qui sont par exemple normés. Et donc c'est important aussi de considérer ces aspects-là. On a des ressources, merci. Évidemment, on a fait toute une bibliographie et on s'est librement inspiré d'un certain nombre d'ouvrages en citant évidemment nos ressources. Deux nous ont marqué évidemment la publication du CEREMA sur réussir l'accessibilité des espaces publics, qui détaille particulièrement le mode de concertation et de prise en compte des différentes parties prenantes lors d'un événement sportif. Évidemment, c'est très détaillé pour les Jeux Olympiques. Et donc, ce qu'on a apprécié aussi, c'est le guide qui a été fait par la ville de Vaux-en-Velin, qui sont nos voisins. Un guide pratique qui est excellemment bien fait, très bien inspiré et inspirant, où est détaillée toute la démarche aussi de concertation, mais à une échelle plus locale. Ce qui est, comme le disait Guy, oui, on parle de beaucoup d'événements internationaux, mais le sport en France et le handisport, c'est aussi des événements et surtout des événements locaux. C'est donc important d'avoir ces deux échelles et puis tout un ensemble de guides. On vous donnera accès évidemment à des liens vers ces ressources. Vient le temps des questions, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va aussi vous mettre un sondage pour savoir si on a visé juste, tant en termes de thématique que d'animation, que d'interlocuteurs, etc. Donc Mathieu a normalement mis un petit sondage en ligne. Je vous prie, s'il vous plaît, en tant que participant, de bien vouloir y participer. Et puis, on va répondre à vos questions. Je pense qu'on avait des questions particulièrement sur... Alors, on a eu beaucoup d'échanges sur l'Agence nationale du sport, je crois, et les subventions. Je crois que Guy, tu as fait mouche sur cette thématique-là. Tu as bien fait de mettre en avant cette enveloppe qui est peu utilisée en fait et qui est à disposition. Et donc, je vais me permettre, si tu veux détailler un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez déjà mis en œuvre, ou si tu as déjà rencontré des infrastructures sportives qui l'ont mis en œuvre. Est-ce Alors, que c'est simple? Est-ce qu'il faut remplir des oui, gros dossiers? voilà. C'est simple. Voilà. Il faut quand même argumenter, quoi. Quand on est sur des Bien aides sûr. de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, forcément, l'État va demander quand même des justificatifs qui tiennent la route. Mais tous les projets de mise en accessibilité des infrastructures sportives peuvent faire... Alors, il y a deux notions. La première, c'est une enveloppe qui s'appelle accessibilité à la pratique. Qui a donc avec une dimension accessibilité formelle, c'est-à-dire accessibilité des bâtiments, puis une deuxième qui est donc le matériel. Alors, le matériel, c'est plus des structures de type club ou plutôt comités départementaux, régionaux ou la fédération qui peut mobiliser ce type d'aide. En revanche, pour ce qui concerne la mise en accessibilité des bâtiments, là, ce sont vraiment les collectivités territoriales qui sont directement concernées. Donc, on monte un dossier. Enfin, alors c'est un dossier, quoi. Donc, c'est toujours. Mais bon, on a l'habitude quand on est dans une collectivité de monter des dossiers. Et donc, ce dossier peut faire. On explique les travaux qu'on doit mettre en œuvre et on peut avoir une partie. Alors, c'est pas la totalité évidemment des travaux, mais une partie des travaux qui vont être financés dans le cadre de cette enveloppe. Donc, c'est l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui existe depuis 2000, je me trompe peut-être, mais 2017, je crois, qui a été créée
notamment dans le cadre des Jeux paralympiques et olympiques, mais qui aujourd'hui soutient le mouvement sportif en France, notamment sur les aspects financiers et budgétaires. Donc, c'est cette structure qui va analyser les demandes. Et puis, il y a tout un dispositif évidemment d'évaluation et d'appréciation, mais il peut y avoir des aides financières directes qui sont versées. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que cette enveloppe n'est pas consommée en totalité, quoi. L'idée de base, quand ils ont créé l'ANS, c'était effectivement avec Paris 2024, permettre d'avoir des équipements sportifs de qualité et à proximité en fait des usagers. Donc il y avait une volonté d'avoir sur tout le territoire des équipements sportifs accessibles. Et effectivement, il y a un fonds qui a été créé pour subvenir à ça. Et il y a aussi le dispositif des 5000 équipements sportifs qu'il ne faut pas négliger non plus. Exactement. C'est ce dispositif financement de 5000 équipements sportifs, alors qui peuvent être des équipements majoritairement externes, mais qui peuvent être aussi internes. Enfin voilà, il y a des projets à monter là-dessus. Et là, il y a aussi des aides financières tout à fait conséquentes qui sont mises à disposition des collectivités. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mobiliser ces aides, parce que ce qui serait surtout dommage, c'est qu'à l'issue des Jeux paralympiques et olympiques, ces enveloppes n'aient pas été utilisées. Alors, c'est pas utilisé pour utiliser, c'est juste que quelque part, parfois on est freiné à mettre en place un dispositif ou à mettre en accessibilité une infrastructure sportive parce qu'on n'a pas le budget au niveau de la collectivité. Si on peut être aidé, ça peut peut-être permettre de passer le cap et de le faire, quoi. Et ça prend tout son sens, et ça pour le coup c'est quelque chose que tu as exprimé sur les Jeux olympiques ou paralympiques, c'est la notion d'héritage. C'est très présent dans cet événement qui est évidemment mondial, et donc tous les pays à chaque fois s'en rendent bien compte, mais il y a vraiment ce truc de utiliser cet événement pour investir, et 2023 va être une année forte parce qu'on est un an avant les JOP, donc c'est important. Utiliser cette année pour faire vos investissements. Certes, ils vont répondre aux besoins très court terme, mais ils vont rester en héritage, et là on upgrade complètement à l'échelle d'un pays le niveau d'accessibilité, donc il faut se mobiliser là-dessus. Dans les championnats du monde, par exemple, on a un axe de travail qui est l'axe héritage, justement, parce que faire une compétition et puis dire on a fini et c'est terminé, ça n'a pas tellement de sens. Donc là aussi, on a par exemple, dans le cadre des championnats du monde, on est amené à devoir acquérir du matériel neuf, c'est une obligation du cahier des charges. Là, l'idée, c'est de savoir comment on va le redistribuer ensuite à des clubs pour qu'ils puissent être dotés de plateformes, de chaises, de fauteuils de lancer, par exemple, pour les personnes qui sont en fauteuil, de matériel divers et variés. Là, on réfléchissait hier à des home trainers pour fauteuil roulant. On va être obligé d'en avoir dans le cadre de cette manifestation, mais l'idée, c'est que ça permette derrière de le mettre à disposition des clubs. Donc, la dimension héritage est quand même extrêmement présente dans notre réflexion en permanence, parce que ça rejoint aussi l'axe développement durable dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'héritage, finalement, ça n'a pas tellement de sens. L'idée, c'est vraiment le développement de la pratique au niveau territorial, et c'est pour ça que les collectivités, par exemple, sont des acteurs essentiels. Parce que on a mis en place aussi, j'en profite peut-être juste pour dire un petit mot sur la formation des clubs inclusifs. Donc c'est un dispositif de formation aussi qui est porté par l'État, mais avec le CPSF, la FFSA et la FFH. Donc on propose un module de formation à destination des clubs. On est censé, l'objectif, c'est de former 3000 clubs en 3 ans. Et donc, c'est un dispositif de sensibilisation et de formation pour permettre à un maximum de clubs de se trouver outillés pour accueillir des personnes handicapées qui veulent pratiquer. Aujourd'hui, on a encore trop de clubs qui ne savent pas faire, qui ont peur de faire, et du coup, ça génère des freins. C'est pas une volonté de pas être inclusif, hein. C'est un peu comme dans le domaine, dans le domaine de l'emploi. Si on ne sait pas faire, on va avoir des freins à faire. Et donc, il y a aussi ce dispositif de formation club inclusif qui a été élaboré et qui est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui. Alors, merci Guy. Justement, pour rebondir sur encore l'organisation des championnats d'athlétisme handisport, puisqu'en fait, on a plusieurs personnes qui ont participé en tant que bénévoles. Donc, on voit que tu as des suiveurs de l'événement. On a 2 questions. Est-ce qu'il y aura des bénévoles en région? Et je pose ma deuxième maintenant. Pour les mondiaux de parathlétisme. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tu penses, Guy, que le fait que ça se déroule à Paris, c'est une évolution significative quant à la visibilité des handisports en général?
Alors, est-ce qu'il y aura des bénévoles en région? La réponse est non, hein, puisque toute la compétition se déroule sur Paris et en région parisienne uniquement. En revanche, on est ouvert à des bénévoles de région qui voudraient venir à Paris pour participer. Donc, on en a déjà un certain nombre. On a même des bénévoles qui viennent de l'étranger. Aujourd'hui, hein, on a un certain nombre de personnes qui se proposent comme bénévoles. Donc, il y a un site qui s'appelle Instant Bénévole, mais ce que je propose, Damien, c'est que je vous enverrai là, chez Bien sûr. OPA, les liens à la fois vers pour s'inscrire en tant que bénévole, mais aussi le lien vers la billetterie pour que vous puissiez voir tout ce qui peut exister. Comme ça, Tout à ça fait. peut être injecté si vous le souhaitez dans Bien le sûr. support que vous diffuserez, j'imagine. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de bénévoles en territoire. En revanche, c'est pas comment dire c'est pas un frein d'habiter à Lyon par exemple. Si on peut venir 3-4 jours à Paris, 4 jours à Paris, ben, on peut très bien être bénévole sur l'événement. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'ensemble du territoire français, voire de l'étranger sur le sujet. Donc ça c'est la réponse à la première question. Rappelle-moi la seconde. La deuxième était est-ce qu'on Sur peut la considérer visibilité. que le fait que ce soit à Paris, Alors, le fait que ce soit à Paris, ben, en fait, en 2003, Ouais. on avait déjà organisé les championnats du monde à Paris. En 2013, on les a organisés à Lyon. Donc, je dirais que, mais on organise un peu partout. L'année prochaine, par exemple, cette année, pardon, au mois de mai, on organise un World Series de natation à Limoges. Donc, les organisations, là, ce week-end, avait lieu la finale de la Coupe de France, de la Coupe d'Europe à Antibes. Donc, on a beaucoup de compétitions qui peuvent se dérouler dans beaucoup d'endroits différents. Et donc, du coup, on a une couverture, on intervient sur l'ensemble du territoire français, y compris les territoires ultramarins, bien sûr. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas. Alors, Paris est évidemment un centre névralgique et c'est là où est située la fédération aujourd'hui, mais il n'empêche que l'objectif, c'est d'avoir aussi des compétitions qui se déroulent sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Et je voudrais j'en profite juste pour ajouter un tout petit truc sur l'accessibilité, puisque tout à l'heure ça a été évoqué. Il y a l'aspect coût, l'aspect donc du coup des aides qui peuvent exister, mais il y a aussi en matière d'accessibilité et notamment de praticité, parce que Martin a bien aussi parlé de la distinction qui est entre l'accessibilité normée et puis la qualité d'usage, ce que j'appelle moi la praticité qui est importante. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a eu un gymnase qui a été construit quelque part et on m'a demandé de rencontrer l'architecte qui était en charge de la construction de ce gymnase. Donc on a organisé un rendez-vous avec cet architecte. Alors, petit clin d'œil pour dire que les 5 premières minutes n'ont été pas très évidentes parce que il se demandait bien ce que je venais faire avec lui et en disant mais vous remettez en question mes compétences quoi. Je dis non mais non, il y a interroger l'usager c'est toujours intéressant aussi et donc mon épouse on lui a fait une petite remarque sur l'usage en lui expliquant ben voilà vous avez 2 toilettes qui sont adaptées aujourd'hui. Ce que je vous propose de faire, c'est parce que dans le plan, il y avait les 2 toilettes étaient à droite du local, enfin le siège de toilette était à droite, et donc le transfert se faisait toujours donc de la gauche vers la droite. Je dis mais ça vous coûtera 0 de plus d'en faire un à droite et l'autre à gauche. Comme ça, si vous avez des gens qui sont droitiers et qui transfèrent à droite, et puis d'autres qui sont gauchers qui transfèrent à gauche, bah, ce sera quand même plus simple. Et donc là, il dit ah oui, effectivement, j'y avais pas pensé. Et donc c'est aussi intéressant d'interroger les usagers parce que les usagers peuvent avoir des bonnes idées. Alors on n'est pas des experts de la partie architecturale, mais sur la qualité d'usage, l'usager a quand même aussi des bonnes idées quoi. Ah bah, c'est essentiel. Et alors là, pour le coup, tu touches à un point, la question de où on place des barres de tirage ou des barres de transfert dans des sanitaires. Pour les valides, on se pose pas trop la question, mais c'est vrai que dans le cadre des transferts et des usagers de fauteuils roulants, c'est essentiel. Question bénévole, toujours, je vois que le sujet anime. Quel est l'intérêt pour une entreprise de mettre à dispo des collaborateurs? Question de Karine. Bah, l'intérêt pour l'entreprise, bon, c'est déjà d'assumer une part de responsabilité sociétale, et puis ça intègre en général sa politique handicap. C'est aussi un message fort à envoyer à ses propres collaborateurs sur les dispositifs, sur le fait dans une entreprise, ce qui peut être très intéressant, c'est quand même de fédérer ses collaborateurs et donc proposer à des collaborateurs, bah, c'est comme tous les dispositifs de mécénat de compétences. Hein. Pourquoi on fait du mécénat de compétences? C'est aussi parce que comme ça, on fédère son collectif. Là, en l'occurrence, en plus, on ajoute une dimension sensibilisation
au sujet du handicap. Donc, du coup, amélioration de sa démarche en matière d'emploi inclusif et donc du coup réponse à ses obligations, mais aussi image de marque, amélioration de l'atmosphère générale de l'entreprise, création d'un projet collectif, team building et toutes ces notions-là. Et puis au-delà même du sujet du handicap, c'est une ouverture à la singularité, à la diversité, et c'est quand même des choses qui sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, alors là je reprendrai ma casquette conseil en RH spécialisé dans la non-discrit dans le milieu de l'emploi, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont en tension sur le recrutement. Quand elles proposent une politique d'ouverture et volontariste en matière de RSE, de non-discrimination, de développement durable, etc., elle est plus attractive qu'une entreprise qui s'en fout, quoi. Donc, je pense que c'est surtout ces notions de fédération de collectifs, d'image de marque, mais aussi d'assumer sa RSE, qui font que, et puis de sensibilisation à la thématique de la diversité du handicap, qui font que ça a un gros intérêt de faire ça, parce que les gens, quand ils repartent, quand ils ont été bénévoles, d'abord, ils sont très contents de l'avoir été. Quand leur entreprise leur donne un jour de congé supplémentaire pour le faire, ils sont quand même contents, et donc ça va plutôt améliorer le lien qu'ils peuvent avoir avec leur entreprise, et puis ça va aussi les amener à être plus outillés sur l'accueil de personnes singulières, et notamment de personnes handicapées, et tout le monde est gagnant en fait. Ouais, et puis je rajouterais à ça, et on voit bien la spécialité, mais je rajouterais à ça le fait de vivre le handicap autour d'émotions positives. Et en fait, un événement sportif, c'est quand même beaucoup d'émotions positives. Il y a des cris, des pleurs, des moments euphoriques. Quand on voit un record du monde battu devant ses yeux, et c'est hyper impressionnant en plus. Le sport, que ce soit le parathlétisme ou autre, et du coup, fédérer autour d'un moment positif, autour d'émotions positives ses collaborateurs, en plus de l'expérience de sensibilisation, parce que je vais être mobilisé, puis je vais avoir quelqu'un qui, face à moi, a une contrainte spécifique et je vais pouvoir résoudre un problème. C'est hyper concret. C'est la dimension team building, en fait, c'est la dimension projet collectif qui peut être hyper intéressant. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de plus-value à faire ce genre de manifestation. Bon, je ne vais pas dire le contraire, je suis dans le truc, mais le constat qu'on peut faire, c'est que tous les retours d'expérience qu'on a, parce que bon, là, on parle des championnats du monde d'athlé, mais l'année dernière, on a organisé par exemple les championnats d'Europe de rugby fauteuil. En plus, la France a été championne d'Europe, donc ça, c'était quand même super. On a organisé le tournoi international de tennis de table de Saint-Quentin en Yvelines, on a organisé le Handisport Open Paris, on a organisé plein des championnats de France mutualisés, et à chaque fois, les bénévoles sont repartis avec une banane incroyable. Donc, alors, on peut penser que le bénévolat, c'est réservé aux gens qui sont retraités. C'est pas du tout le cas. Et on a de plus en plus de gens qui sont en activité et qui souhaitent se mobiliser autour de ça, et qui en tirent un profit tout à fait, un intérêt tout à fait important. Et les entreprises nous font aussi des retours très positifs, et d'ailleurs renouvellent l'expérience, quoi. Super. Merci Guy pour ce retour d'expérience, toujours passionné et passionnant. On arrive à midi, je vois qu'il n'y a plus de questions particulièrement, en tout cas. Alors, juste à titre information logistique, oui, le webinaire sera intégralement disponible en replay pour les personnes qui se sont inscrites. Je remercie évidemment nos intervenants, donc Guy et Martin, pour leur dynamisme et leur retour d'expérience. Il serait évidemment, le webinaire est trop court pour parler de tout ce qu'on a à dire. N'oubliez pas de voter aussi sur le sondage. Oui, on vous tiendra aussi au courant des prochaines dates, évidemment. Et puis, c'est un grand plaisir pour moi de clôturer ce premier webinaire. Et en tout cas, je remercie tous les participants et nos intervenants. Merci à toi, Damien, pour l'animation. Et puis, ravi encore une fois, Guy, d'avoir pu t'accueillir sur ce premier webinaire. Ça fait un grand plaisir pour moi et un honneur. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.